Je m'appelle Stéphane Rostamanien. Bienvenue à Lanceur d'Arête. Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Lanceur d'Arête. Je suis vraiment très heureux de la réaction au podcast. Je reçois beaucoup de messages de la part de plusieurs d'entre vous. Continuez à m'écrire via la plateforme lanceurdarête.ca. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, n'oubliez pas de partager les publications de Lanceur d'Arête sur les réseaux. Ça nous aide à obtenir plus de visibilité. En ce qui concerne les plateformes d'écoute, bien n'oubliez pas de nous donner des revues positives, des reviews comme on dit, avec des 5 étoiles, des pouces en l'air ou je ne sais trop. Partagez le podcast avec des personnes que ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on va se faire connaître davantage et c'est comme ça qu'on va diffuser notre message qui n'est pas assez entendu dans les médias traditionnels, alors on va faire notre part avec Lanceur d'Arête. Aujourd'hui, dans Lanceur d'Arête, on va parler d'un sujet qui touche un grand nombre d'entre nous, les boss toxiques, que personnellement j'appelle les patrons poisons. Si vous avez un blues du dimanche soir un peu plus élevé que la normale, bon, on a toujours un petit blues du dimanche soir quand la fin de semaine se termine, ça c'est normal, mais si pour vous ça devient une boule au ventre, si ça devient une angoisse de retourner au travail, et si le lundi matin est une torture, et si tous les jours de la semaine sont des tortures, écoutez, c'est pas la seule raison qui peut provoquer ça, mais peut-être que vous avez un patron poison. Dans cet épisode, on va regarder ensemble les différents types de patrons poison et les raisons qui les poussent à agir. On va aussi apprendre à identifier les comportements toxiques qui vont nous servir à repérer ces fameux patrons poison et surtout, on va réfléchir aux façons de se protéger, de protéger notre santé mentale par rapport à ça. Il n'y a aucun emploi qui vaut plus que notre santé. Je vais le répéter sûrement très souvent dans cet épisode. Évidemment, on a besoin de travailler pour vivre, mais il ne faudrait pas non plus que le travail vienne nous gâcher la vie. Et malheureusement, ça arrive à plusieurs personnes. Et parmi ces gens, plusieurs sont sous l'emprise d'un patron poison. Je vais tout de suite clarifier quelque chose. L'expression patron poison, évidemment, ça ne s'applique pas uniquement aux grands patrons de l'organisation. En fait, dès qu'il y a une composante de pouvoir dans ta fonction professionnelle, tu peux avoir des comportements de patron poison parce que oui, on va le voir, il y a une dimension de pouvoir et une dimension d'abus de ce pouvoir. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des idiots. En tout cas, ce ne sont pas tous des idiots. Ils connaissent très bien la définition du harcèlement professionnel. Ils vont agir en subtilité pour pouvoir jouer la carte de « c'est ta perception »,« mais non, j'ai pas voulu dire ça »,« on s'est mal compris ». Ça, c'est la phrase préférée des patrons poisons. Mais malheureusement, les micro-agressions vont se répéter. Que ce soit des remarques sarcastiques qui vont être de l'humour d'un seul coup. « Mais non, c'est une blague, oh, t'as pas le sens de l'humour ». En général, il y a toujours une attitude méprisante. Parfois, ça peut être par des regards, par des silences. C'est très souvent en subtilité que le patron poison va planter ses griffes dans la chair de ces pauvres subalternes qui n'ont rien demandé et qui sont là pour faire leur travail. Quelle que soit la façon dont se manifestent les comportements du patron poison, le point commun, c'est l'effet que ça a sur nous. Malheureusement, un patron poison, dans tous les cas, ça va nous laisser vides émotionnellement. Ça va nous faire sentir anxieux, anxieuses, parfois même déprimés. Puis, on va pas se mentir, le patron poison, il contribue dans une forte proportion au burn-out, aux épuisements professionnels et à la dépression au travail. On va tout de suite commencer, on va tout de suite nommer ce que la plupart d'entre nous avons en tête lorsqu'on parle d'un boss toxique, d'un patron poison, c'est le gestionnaire narcissique. En gros, lui, c'est un psychopathe. Lui, il ne conçoit le monde du travail qu'en termes de supériorité et de soumission. Ils sont plus nombreux qu'on pense, ces gens-là. On dit souvent que les personnes antisociales, les pervers narcissiques, comme on les appelle parfois, ça représente 3% des hommes et 1% des femmes de la population. Mais c'est sûr que dans la population des patrons, ils sont plus nombreux. Et pour cause, ils ont très bien compris que la position de patron, ça va amener une dimension de domination. Et ça les excite. Ils adorent ça, ils ne vivent que pour la domination. Donc oui, ils sont plus nombreux qu'on pense, et d'ailleurs c'est incroyable à quel point on les tolère dans les milieux de travail.
On va le voir dans un instant, tous les patrons poison ne sont pas narcissiques. Par contre, un narcissique au travail va nécessairement, s'il est en position de pouvoir, être un patron poison. Puis à l'instant, j'ai dit que c'était incroyable à quel point on les tolère. Puis c'est pas parce qu'on est lâche, c'est pas parce qu'on est faible. Puis en passant, des fois, ne pas être capable de nommer quelque chose parce que c'est trop souffrant, c'est pas un signe de lâcheté. C'est pas parce qu'on n'est pas courageux qu'on tolère les patrons poison. C'est parce qu'on a une famille à faire vivre, qu'on a des obligations, et que le pouvoir du patron poison sur notre emploi, donc sur notre qualité de vie économique, il est bien réel. Donc on y pense à 2 fois avant de parler. Et c'est un petit peu ça le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de nous faire réaliser que collectivement, on n'est pas obligé de tolérer ces gens-là. On n'est pas obligé de les tolérer et il y a même des moyens de les mettre hors d'état de nuire. Parce que être dans le giron d'un patron poison du type narcissique pendant trop longtemps, ça peut littéralement détruire notre estime de soi. On peut être très marqué et on peut le rester bien après avoir quitté l'emploi. Quand je vous dis que le monde du travail, il peut être violent, il peut être traumatisant, ça c'est un des exemples les plus probants. Un patron poison, ça peut laisser des traces en toi qui sont similaires à celles d'un choc post-traumatique. Et pourquoi ça a cet effet-là? Imaginez que vous êtes dans un environnement où le respect ne va pas de soi. Là, je vous demande d'imaginer, mais la plupart d'entre vous n'auront pas à aller imaginer bien loin, malheureusement. Il y a beaucoup d'endroits comme ça où le respect, il faut le demander, où il n'est pas automatique. Mais imaginez un endroit, justement, où le respect ne va pas de soi, où tu dois te battre tous les jours pour l'obtenir. Et tu perds une énergie incroyable juste pour ça. Et en plus, si tu as un patron poison, ça fonctionne pas, donc tu vis des frustrations, puis ça, les frustrations, le patron narcissique, il s'en régale. Il se nourrit de ça, de ta détresse. Donc lui, dès qu'il va le sentir, il va appuyer là où ça fait mal. Et toi, si tu l'acceptes, si tu encaisses, à la longue, ton inconscient va se dire que c'est normal, que tu vaux pas grand-chose, que tu mérites pas mieux. Sauf que c'est faux. La base du problème, c'est pas toi. La base du problème, c'est jamais la victime. La base du problème, donc, c'est le fait qu'on ne devrait jamais demander le respect, qu'il devrait toujours aller de soi et qu'on devrait encore moins se battre pour l'obtenir. Donc, si tu es victime d'un patron poison, ce n'est pas ta faute. Donc oui, le gestionnaire narcissique, il existe, c'est un patron poison sans aucun doute, mais il aurait été narcissique même dans un autre métier, parce que c'est un trait intrinsèque de sa personnalité. Évidemment, je l'ai nommé un peu tantôt, c'est pas pour rien qu'il a choisi ce genre de métier. Parce que c'est une position qui implique la domination. Puis la domination, c'est une composante du système capitaliste. Et quand je parle de ça, je ne parle pas seulement des entreprises privées, mais également du secteur public, puisque le secteur public, comme j'ai déjà dénoncé, il est géré comme une business. À la différence près que les boss ne jouent pas avec leur propre argent. Petite différence qui peut avoir son importance. Donc, les narcissiques en position de pouvoir, ils sont évidemment des patrons poisons. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent être à l'origine des comportements toxiques. On va commencer avec celui qui est peut-être plus évident pour beaucoup d'entre nous, l'incompétence managériale. Certaines personnes sont promues sans les compétences nécessaires pour diriger une équipe. Résultat, ces personnes compensent par un contrôle excessif, et ce contrôle excessif, ils l'exercent par la peur. Alors attention, tous les patrons poisons ne sont pas des incompétents. Mais parmi les incompétents, il y en a des pleines brouettes qui vont adopter des comportements toxiques. Pourquoi ils vont faire ça? Pour protéger leur statut et surtout pour essayer de camoufler leur nullité. Et là, c'est sûr que plus ils sont nuls, plus ils auront besoin de le cacher, donc plus les comportements poisons vont être nombreux. Il y a également les pressions extérieures. Un patron sous pression, il peut déverser son stress sur ses employés, adopter des comportements inacceptables, parce que oui, la pression extérieure, elle peut expliquer les actes, mais elle ne les justifie pas, elle ne les excuse pas. Quel que soit le motif, un employeur, un patron, un gestionnaire, il n'y a aucune bonne raison pour manquer de respect à tes employés. Autre raison d'être un patron poison, l'ego démesuré. On n'est pas loin du narcissique, mais en plus naïf. Donc, lui aussi va te rabaisser, mais c'est pas pour te faire souffrir. Lui, il prend pas de plaisir dans ta souffrance. Lui, son plaisir, il le prend dans mettre en valeur sa petite personne, revendiquer un statut. Donc, il te rabaisse pour se remonter. Vous savez, ceux qui se prennent pas pour des Pepsi-Flat, là. C'est ça. Ceux qui se passent au-dessus des conventions de respect, de considération, de politesse, c'est eux autres les égos démesurés. Ils ne se nourrissent pas de ta souffrance comme les narcissiques, mais eux aussi ils t'écrasent pour obtenir une reconnaissance personnelle. Dernière raison,
une culture d'entreprise toxique. Parce que parfois, le problème, il vient de plus haut. Si la direction générale valorise la compétitivité, tolère l'exclusion, le patron poison, ça va être un produit de ce système-là. Un produit qui va être inévitable. Et là, on aborde la partie un peu moins connue, un peu moins nommée de la question, c'est que les patrons poisons sont une composante systémique. Vous savez, les chefs, là, ils sont principalement en poste pour maintenir le pouvoir hiérarchique. C'est leur seule fonction. Les patrons poisons sont l'incarnation d'un système qui ne reste debout que grâce à ce que l'auteur Nicolas Framont appelle la chaîne de soumission. D'ailleurs, je dois vous dire que pour évoquer les aspects systémiques du management toxique, je me suis basé sur 2 lectures. La première, c'est Bullshit Jobs de David Graeber, qu'on va probablement évoquer plusieurs fois dans Lanceur d'Arrête. D'ailleurs, sur le blog de lanceursdarrête.ca, il y a une petite revue de lecture du livre Bullshit Jobs. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire ou par courriel si vous voudriez que je l'aborde plus longuement, ce livre-là, dans un épisode du podcast. L'autre livre, qui a d'ailleurs vraiment inspiré cet épisode, qui est vraiment à la base de ma volonté de vous parler de ça aujourd'hui, c'est « Vous ne détestez pas les lundis, vous détestez la domination au travail » de Nicolas Framont, que je vous ai nommé il y a quelques instants, paru en 2024. Framont, dans son livre, il décrit les comportements toxiques des patrons poisons, non pas seulement comme des agissements de pervers narcissiques, mais comme l'incarnation d'un système qui ne doit sa survie que grâce à la non-contestation et à la soumission. Et là, certains d'entre vous, ils sont en train de se frotter les oreilles, ils sont en train de se dire « Oh là là, mais je savais pas, moi, que Lanceur d'Arrête, c'était un podcast anarchiste. » Alors, on se calme. Par contre, je dois vous dire honnêtement que ce que M. Framont avance, c'est pas exagéré. D'ailleurs, je vous recommande chaudement la lecture parce qu'il le démontre d'une façon extrêmement éloquente. Il va même un petit peu plus loin dans sa thèse en disant que oui, le patron pervers narcissique, il existe, mais ça fait l'affaire du système qu'on justifie les comportements de ces patrons-là par des traits individuels de la personne. Parce que ça permet de passer sous silence toute la composante systémique des comportements toxiques. Donc c'est pour ça que je veux prendre un peu plus de temps pour explorer dans cet épisode toute cette dimension-là des patrons poisons. J'entends aussi déjà certains d'entre vous dire que c'est exagéré, que tous les patrons ne sont pas comme ça. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Écoutez, si vous êtes dans une entreprise ou une organisation qui échappe à ce que je m'apprête à vous décrire, prenez conscience de votre chance parce que c'est plus rare que vous pensez. Donc, si je reviens à Nicolas Framont, ce qu'il dit en substance, c'est que le travail d'un chef, c'est de faire vivre ce qu'il appelle la dramaturgie hiérarchique. Dit grossièrement, ça consiste à jouer un personnage de chef. Alors, dans les faits, nos chefs, là, ils ne sont en place que pour 2 raisons. Soit ils ont été placés là parce qu'ils ont des origines familiales ou des contacts, par des privilèges de classe qui font en sorte qu'ils sont sur le poste, mais par complaisance, et que donc, très souvent, ils sont complètement nuls. Soit ils sont là parce qu'ils ont atteint leur seuil d'incompétence. Le concept de seuil d'incompétence est très bien décrit par Lawrence J. Peter et Raymond Hall dans le livre que vous connaissez peut-être, Le principe de Peter, un autre livre passionnant que je vais sûrement réévoquer dans Lanceur d'Arrête. Alors même chose, si vous voudriez que je fasse un épisode spécifique là-dessus, envoyez-moi un petit message, puis ça va me faire plaisir de le faire. Dans le principe de Peter, évidemment c'est plus détaillé, mais dans le fond, ce que disent les auteurs, c'est que dans une hiérarchie, les individus, ils montent jusqu'à atteindre leur seuil d'incompétence. Donc nos chefs, soit ils ont été placés là par complaisance, et donc ils sont pas bons, soit ils ont été placés là pour récompenser leur mérite dans leur poste antérieur, ils sont montés, et pourquoi vous pensez qu'ils ont arrêté de monter? Parce qu'ils ont atteint leur seuil d'incompétence. Donc, dans les 2 cas, on a affaire à des gens incompétents. Vous savez, un chef qui travaille plus que vous, c'est un mythe. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les chefs ne travaillent jamais plus que vous, que ce soit dans le privé ou dans le public. Parce qu'un chef, ça produit quoi dans le fond? Pas grand-chose. Les jobs de chef, c'est souvent des bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois qui ne créent rien, qui n'apportent rien à la société, à la différence près que ceux qui les occupent sont souvent persuadés d'être utiles. Parce que David Graeber, dans son livre Bullshit Job, donc, il explore toute la dimension souffrance mentale de la personne qui sait très bien que son job sert à rien. Mais là, je vous dirais qu'ils sont tellement loin dans la dramaturgie hiérarchique, ils sont tellement loin dans le processus que eux, ils y croient vraiment qu'ils servent à quelque chose, là. Ils y croient pour de vrai, et je vous dirais qu'ils ont tellement de conviction
quand ils vous disent « Ah, je suis dans le jus, je suis débordé, ah, mon agenda ci, ah, mon horaire là », que même vous, des fois, si vous les écoutez, vous commencez à y croire. Mais ne soyez pas dupes, je le répète, un chef qui travaille plus que ses subalternes, ça n'existe pas. Rappelez-vous toujours de ça. Pourquoi? Parce que c'est la prémisse de la dimension de domination et de soumission. Ah, mais on va pas trop le solliciter, le chef, il travaille tellement plus que nous. Non, 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 c'est toi qui travailles plus que lui. Et donc, Nicolas Framont, il décrit les façons de performer la dramaturgie hiérarchique, et vous allez voir qu'il y a des comportements de chef que vous connaissez. Je vais vous en nommer 3 issus du livre, et je vais compléter aussi avec d'autres qui sont de ma propre initiative. Numéro 1, la réunionnite. Ah, il y en a marre. Il y en a marre. Des réunions, des comités, des meetings à tout bout de champ. On se rencontre pour tout, on se rencontre pour rien, on se rencontre tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que le boss, lui, c'est ça son travail. Vous avez mis vos tâches sur pause pour venir à cette réunion, mais lui, sa tâche, c'est la réunion. Sa tâche, c'est de mettre en scène son importance. Et d'ailleurs, parfois, dans les réunions, il en profite pour asseoir son pouvoir en humiliant publiquement ici, en faisant une petite blague pas drôle à laquelle tout le monde rit jaune par là. On a tous déjà vécu ça. Des malaises en réunion, mais c'est voulu. Ça fait partie de la dramaturgie hiérarchique. Et puis que dire des présentations PowerPoint qui sont tellement belles, tellement visuellement intéressantes que c'est sûr que le boss, il a travaillé fort. Ouais, sauf que la présentation elle a été faite par un subalterne, ou pire, par une firme externe en communication. Donc, ne vous laissez pas berner. On parle souvent de l'expression « une réunion qui aurait pu être un email ». Ben c'est ça. Si elle aurait pu être un email, c'est qu'elle a une autre fonction. Et cette fonction, c'est que le boss puisse vous performer son rôle de boss. Numéro 2. Autre signe de la dramaturgie hiérarchique, l'impolitesse. Le boss, son temps est tellement précieux qu'il n'a pas le temps d'être respectueux ou poli, même courtois avec toi. Il n'a pas le temps de te saluer, il n'a pas le temps d'échanger sur comment tu te sens, comment ça va, mais il a le temps de te dresser sa liste de trucs importants à faire immédiatement, en plus des tâches que tu avais déjà prévues. Puis ça, des fois, c'est des conversations de corridor, des fois c'est un courriel bref, sec, parfois même l'absence de réponse. « Ah, tu comprends, je suis tellement débordé, j'ai pas eu le temps. » Non, 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 t'as choisi de pas me répondre parce que c'est moins important que tous les autres trucs que tu avais à faire pour asseoir ta position, pour jouer ton rôle de chef. N'oubliez jamais ça. Le chef, il est chef parce qu'il joue un rôle de chef. Numéro 3. L'assurance de sa supériorité. Lui, il est convaincu que tout ça, là, ça lui est dû. Mais c'est pas étonnant parce que plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu vas avoir autour de toi une cour de lèche-bottes qui te reflète justement cette supériorité et toi, ben, tu vas commencer à y croire. Foncièrement, ils sont pas méchants. C'est juste qu'ils y croient vraiment qu'ils sont plus importants que vous. Tout le monde leur dit, tout le monde leur montre. Puis en plus, la société, ben, elle valorise les gestionnaires. Mais n'oubliez jamais que les gens les plus importants dans un système, c'est la base. Sans base, la pyramide, elle s'effondre. Vous savez, en ce qui concerne les tâches que vous faites, le service que vous donnez, vous êtes plus important que votre boss. Puis ça, c'est une notion très importante. Parce que parfois, on se laisse marcher sur les pieds parce qu'on se dit, ben, je ne veux pas faire de vagues à cause de la mission. Je vais vous donner un exemple de mon milieu, le milieu scolaire. Combien de fois j'entends dire « Oui, mais l'important, c'est les élèves. » Ben justement, qui s'occupe des élèves? Qui sait ce qu'ils ont besoin? C'est toi, c'est pas le boss. Donc n'oublie pas que toi, si tu tombes, ben le service tombe aussi. Si le boss tombe ou il change de poste, et en passant, je ne souhaite à personne de faire un burn-out, employé ou gestionnaire, on s'entend là-dessus, mais si le boss s'absente, ben, le service continue à se donner parce que la base est toujours là. Donc toute la dimension, pense au service, c'est important le service, l'équipe est échaudée, que les patrons nous servent régulièrement. Oublie ça, le service c'est toi, c'est pas le boss. Donc toi si t'es pas bien, le service il sera pas bien donné. On le sait maintenant, le patron il fait vivre la dramaturgie hiérarchique, il fait vivre son image de boss occupé et pressé. Toute la dimension manque de temps, elle est toujours mise en scène, vous allez le remarquer. Mais il y a d'autres signes pour reconnaître spécifiquement les patrons poisons. Je vais vous donner les 5 principaux. Numéro 1, ça ne va pas vous surprendre. Un patron poison, ça utilise la peur pour contrôler. Et donc, ça utilise des tactiques de peur pour maintenir le contrôle, des menaces de sanctions, de licenciements. Ça instaure une ambiance de tension constante qui fait en sorte que les gens ils sont tout le temps sur leur garde, ils craignent de commettre la moindre erreur. Ces patrons poisons-là, leur mot préféré, c'est insubordination. C'est très grave, l'insubordination.
C'est très 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 grave, l'insubordination. L'insubordination, à la base, c'est un terme militaire. Et c'est sûr que dans l'armée, l'insubordination, elle peut avoir des conséquences très graves. Mais dans une organisation qui n'est pas militaire et qu'on invoque l'insubordination, bien souvent, c'est qu'on a mis à mal l'ego du gestionnaire. Mais il faut faire attention parce que c'est un motif important de congédiement. N'oubliez pas que la fonction du chef, c'est de maintenir le pouvoir hiérarchique. Donc toute forme de contestation de ce pouvoir, il va vous le faire payer. Numéro 2. Autre indice important que le patron est un patron poison, c'est qu'il ne prenne jamais la responsabilité lorsque quelque chose va mal. Le patron poison, il va blâmer quelqu'un d'autre. Ses employés, son équipe, des facteurs externes. Lorsque vous lui posez une question sur quelque chose qui fonctionne mal, il trouve une façon de vous faire sentir que c'est votre faute. À l'inverse, il va s'attribuer tout le mérite lorsque les choses vont bien. Même si le succès, c'est sur vos efforts qu'il repose, jamais sur les siens. D'ailleurs, ces efforts, on pourra en reparler. N'oubliez pas que le patron, sans vous, non seulement il n'est pas patron, parce que s'il n'a pas d'employé, il n'est pas patron, mais en plus, il n'est pas grand-chose parce que, je l'ai dit tantôt, il produit rien. Numéro 3. Un autre signe pour reconnaître un patron poison, c'est qu'il ne respecte pas les limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça peut se manifester, par exemple, par des appels ou des courriels en dehors des heures de travail, une pression pour faire des heures supplémentaires, de la culpabilité quand tu t'es absenté pour ta santé ou celle de tes enfants, sous-entendre que si tu veux montrer que tu es motivé, il faut que tu en fasses un petit peu plus, bénévolement, ça va sans dire, faut que tu sois toujours présent, disponible. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « quiet quitting ». Le quiet quitting, ça veut dire que lorsqu'on en a marre de notre emploi, ça veut dire qu'on démissionne pas pour de vrai, mais on fait juste le strict minimum de ce qui nous est demandé dans notre emploi. C'est parce que ça s'appelle pas du quiet quitting, ça. Ça s'appelle un travail. Je veux dire, si t'es pas rémunéré pour le faire, tu le fais pas, t'es pas bénévole. Lui au-dessus de toi, inquiète-toi pas, il n'est pas bénévole. Numéro 4, autre signe à repérer, c'est que le patron poison, il encourage une compétitivité malsaine. Il met ses employés en compétition et en même temps, il fait du favoritisme. Ça crée des frustrations, ça crée de la zizanie, il s'en sert pour diviser pour mieux régner. Et en plus, la cerise sur le sundae, c'est qu'il va venir régler les conflits internes qu'il a créés en parlant de collaboration, de bienveillance. Ça, c'est vraiment une très belle stratégie de dissimulation. Numéro 5, un patron poison, ça ne fournit ni soutien, ni feedback constructif. Ça offre très rarement des encouragements et ses attentes ne sont pas claires. Et quand on parle de support, de soutien, il n'est pas offert d'emblée, il faut aller le quêter. Savez-vous pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils n'ont aucune compétence de plus que vous. Comment ils pourraient faire pour vous aider à effectuer un travail que vous connaissez mieux qu'eux? Alors c'est sûr que pour préserver la supercherie, ils vous laissent dans le pétrin, ils vous laissent porter le chapeau des échecs, puis après ça, on va faire une belle rencontre sur des attentes qui ne seront pas beaucoup plus claires. Là. Voilà les 5 signes principaux pour repérer un patron poison. Bien sûr, il y en a d'autres. Selon moi, c'est les principaux. S'il y en a que je n'ai pas nommés que vous trouvez importants, gênez-vous pas pour les mettre en commentaire. Rendu à ce stade de l'épisode, je ne peux pas m'empêcher, le syndicaliste en moi ne peut pas s'empêcher de vous dire que dans les milieux syndiqués, les patrons poison, ils sont un petit peu plus prudents. Ils savent qu'il y a un chien de garde. Évidemment, ça ne résout pas tout, je ne suis pas naïf non plus. Mais si on veut parler de l'importance du syndicalisme dans les années 2020, en 2025, leur présence, ça fait en sorte que le patron poison, il va faire un petit peu plus attention parce qu'il sait que le syndicat peut lui tomber sur la tomate s'il fait des gestes ouvertement discriminatoires et harcelants. Je vous l'ai dit, il va probablement être plus subtil, mais dans toutes les situations qui impliquent un patron poison, le syndicat va être un allié pour vous défendre. Oui, parce que c'est bien beau tout ça d'avoir repéré le patron poison, d'avoir compris pourquoi il faisait, mais le but, c'est de survivre à ce genre d'environnement et de préserver notre santé mentale. C'est sûr que c'est ça la clé. Je le répète, il n'y a aucune job qui vaut votre santé. Aucune. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour préserver notre santé mentale? Numéro 1, la première chose, c'est de fixer des limites. C'est important d'apprendre à dire non, de refuser les comportements inacceptables. Et là, attention, je ne suis pas en train de mettre le poids sur le dos des victimes comme on le fait trop souvent. N'oubliez pas que la peur, c'est l'outil principal du patron poison. Donc, c'est une démarche extrêmement exigeante de dénoncer. Et là, je le répète encore une fois, un syndicat peut vous accompagner là-dedans. Numéro 2, il faut documenter les abus. Si vous êtes confronté à des comportements inappropriés,
Prenez des notes. Écrivez les dates, même les heures à la limite, les incidents spécifiques avec le plus de détails possible. C'est sûr, quand on est à bout émotionnellement, on n'a pas l'énergie pour faire ça, mais s'il vous plaît, prenez tout ce qui vous reste pour le faire parce que ça va être extrêmement important. Si vous avez des témoins, notez leur nom, ça peut être utile, mais il faut surtout noter des faits. Tu peux noter pour toi comment ça t'a fait sentir de ton côté, c'est très important, mais dans la discussion, ce qu'on va reprocher au patron Poison, c'est des faits, des gestes qu'il a posés. Donc ça va être très utile de tout noter. Assurez-vous d'être précis parce que c'est sûr que le patron Poison, lui, il va nier les allégations. Puis c'est pas impossible que sa hiérarchie le protège. N'oubliez pas que le rôle du patron, c'est de maintenir la chaîne de soumission. Et là, vous allez me dire que je radote, mais j'assume, c'est là qu'on voit l'importance du syndicat. Si vous êtes dans un milieu syndiqué, que vous avez un syndicat, n'hésitez pas à aller les voir, ne restez pas seul avec ça. Je vous dirais que ce support individuel au plan psychologique, c'est une des raisons les plus éloquentes que les syndicats sont essentiels encore en 2025. Évidemment, le contexte est très différent des luttes de nos prédécesseurs, mais il y a un dénominateur commun, c'est que le syndicat, c'est le gardien de nos droits et de notre dignité au travail. Alors, c'est pas magique, le pouvoir des syndicats est limité, je suis pas non plus en train de croire aux licornes. On se rappelle que le système y tient debout, justement, parce qu'individuellement, on accepte de faire des compromis sur nos droits. Puis là, je blâme personne, je l'ai fait moi-même. Puis, vous savez, ici, dans Lanceur d'Arrête, je suis pas sur le dos des gens qui souffrent, qui sont pas capables de s'exprimer. Au contraire, je veux leur donner une voix. Donc, je peux très bien comprendre que parfois, c'est très difficile de se dresser contre des patrons poisons ou faire valoir ses droits en général. Mais justement, on va essayer de se donner collectivement un petit coup de pouce à travers la communauté que j'essaie de bâtir avec Lanceur d'Arrête. Numéro 3, évidemment, cherchez du soutien. Allez parler à vos collègues. Si vous avez des collègues de confiance, des amis, de la famille, un bon réseau de soutien, ça peut faire toute la différence. Et numéro 4, oui, il y a une dernière option, c'est de planifier sa sortie. Parfois, la meilleure solution, c'est de partir. Rien ne vaut notre santé mentale, aucun salaire ne compense un environnement destructeur. Alors c'est sûr qu'il y a tous les impératifs financiers, l'hypothèque à payer, le loyer, les enfants, tout ça. Je comprends, puis souvent c'est ça qui fait qu'on reste. On a tous besoin de vivre, mais si tu peux te le permettre, si tu peux te permettre de t'en aller, va-t'en. Va-t'en. Parce que le patron poison, qu'il soit un pervers narcissique qui se fait du fun à te faire souffrir, ou qu'il soit l'incarnation d'un système violent et inhumain, les effets sur les employés sont les mêmes. Ça affecte la santé mentale, et je vais encore le répéter pour une dernière fois dans l'épisode, il n'y a rien qui vaut ta santé mentale. Donc voilà, vous avez sûrement remarqué, les solutions que je propose ne sont pas magiques, mais parler, aller chercher du soutien, c'est la première étape pour s'en sortir. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie énormément de votre écoute. Faites découvrir le podcast à quelqu'un de votre entourage. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de partager nos publications, de partager aussi via les plateformes d'écoute. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Lanceur d'Arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.